de retour dans l'Africa Newsroom. Gemal Taleb nous a rejoint. Gemal, bienvenue. Merci Amira et toutes mes excuses auprès de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alfred Chango est toujours avec nous et Monsieur Goma, enseignant, chercheur, est également toujours autour de ce plateau. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Au Congo, le changement ou non de la Constitution continue à diviser la classe politique. Certains pensent qu'il est temps de changer le texte constitutionnel, tandis que d'autres sont foncièrement contre. Silencieux, le chef de l'État congolais a organisé des consultations avec les forces vives de la nation, des rencontres boycottées par l'opposition. Dialogue inclusif, référendum, changement de constitution ou pas. Quels sont les arguments des uns et des autres? La réponse dans ce reportage de notre correspondant Congo, Prince Bafolo. Faut-il changer ou non la Constitution du 20 janvier 2002? La question est au centre des débats au sein de la classe politique congolaise. Certains estiment qu'il est temps de changer la loi fondamentale, mais d'autres pensent qu'il est inconcevable de la changer. À mesure que les échéances électorales approchent, la tension monte sur place. Les langues se délient et chaque camp y va de son commentaire. Les partisans du changement estiment qu'il faut adapter le texte aux exigences de la marche vers l'émergence, alors que les défenseurs du non dénoncent des manœuvres pour maintenir le président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats et l'âge maximum pour se présenter est 70 ans. Le chef de l'État congolais, qui achève son 2e mandat et aura 73 ans en 2016, n'est donc pas autorisé à se représenter. Longtemps resté silencieux, le président Denis Sassou Nguesso a tout de même décidé de donner des orientations. Lors d'une rencontre le 28 mars dernier avec la presse internationale, le chef de l'État congolais a donné le ton. Si, au cours de ces discussions, le consensus ne se dégage pas nettement, et alors il faut interroger le peuple. Pour le président de la République, la classe politique doit se mettre autour d'une table pour un dialogue. Le 20 mai dernier, le chef de l'État a lancé des consultations avec les forces vives de la nation. Partis politiques, acteurs de la société civile, confessions religieuses étaient tous annoncés chez le chef de l'État. Leader du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, 2e parti de la majorité présidentielle, Parfait Kolela, actuel ministre de la fonction publique, était le premier à être reçu au Palais du Peuple. Le MCD tient au respect de l'ordre constitutionnel, à l'application des conclusions des concertations politiques de Dolisie, de Vaud et de Brazzaville. Également contre le changement de la Constitution, le RDPS, 3e force de la mouvance, est tout de même favorable au dialogue. Même position pour le RC du ministre Claude Alphonse Silou, le MUST de la ministre Claudine Mounari et le RDD de Jacques-Joachim Yombi Opango, reçu en sa qualité d'ancien président lors des consultations. Liberté, solidarité, progrès. Pour l'opposition qui a boycotté ces rencontres, le dialogue est un prétexte qui cache les vraies intentions du pouvoir. Réunis au sein du FROCAD, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique qui regroupe 75 partis et individualités, l'opposition se veut rigoureuse. On fait miroiter un dialogue, mais pour nous, le dialogue, ce n'est pas pour qu'on aille parler de constitution. Pour nous, le dialogue, c'est aller parler des élections, comment nous allons les organiser pour qu'il n'y ait pas de contestation. Je rappelle que dans notre pays, le Congo, nous avons connu des guerres ou des affrontements armés essentiellement liés à la mauvaise organisation des élections. Adoptée le 20 janvier 2002, l'actuelle constitution du Congo limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et fixe l'âge des candidats entre 40 et 70 ans. 2 verrous pour l'actuel président qui achève son 2e mandat et fête ses 73 ans en 2016, année de la présidentielle. Pour les partisans du non au changement de la Constitution, le débat actuel est une stratégie qui va créer les conditions du maintien au pouvoir de l'actuel président. Nous disons qu'il est hors de question que le président de la République actuelle abroge la Constitution, fasse un coup d'État constitutionnel pour s'octroyer un 3e mandat. Pour les partisans du oui, l'actuelle Constitution élaborée à la sortie de la guerre du 5 juin ne répond plus aux exigences de l'émergence que le Congo entend atteindre en 2025. L'œil du peuple
plateforme de la société civile, a même déjà élaboré des propositions de projet de constitution présentées au chef de l'État lors des récentes consultations. Nous avons constaté que dans le cadre de la gouvernance politique, il y a problème. La gouvernance économique, il y a problème. La gouvernance culturelle, il y a problème. Alors à ce niveau-là, nous pensons qu'au lieu de continuer sur le régime présidentiel, c'est tout à fait justifié dans le cadre de la transparence de passer à un régime semi-présidentiel. Et nous avons pensé que l'Assemblée d'aujourd'hui, qui n'a pas un pouvoir de censure, doit faire que l'Assemblée de demain puisse avoir le pouvoir de censure. Créé en février dernier, le Mouvement national pour la Nouvelle République, plateforme qui réunit une centaine d'associations, ne cache pas ses ambitions. Lors d'un meeting le samedi 6 juin à Brazzaville, le M2NR a appelé à une nouvelle République. Imaginons un seul instant qu'il y a un nouveau président qui arrive, qui n'est pas de la même obédience politique que le président Denis Sassou Nguesso. Ce dernier sera obligé de changer cette constitution. Parce que tout simplement, il ne pourra pas réussir à faire voter ne serait-ce le budget de l'État. Si effectivement les parlementaires proches du président Denis Sassou Nguesso décident de lui empêcher, alors il va se créer une instabilité institutionnelle qui nécessairement aboutira par un changement de la Constitution. Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant? À 13 mois seulement de l'élection présidentielle de 2016, les esprits s'échauffent. Au sein de la population, la psychose est palpable. Pour beaucoup d'observateurs, le débat politique pourrait bien développer un malaise. La classe politique devrait réfléchir comment se réconcilier avec la majorité de la population. Je parle de la classe politique, je ne parle pas seulement de nos gouvernements. Je parle bien de la classe politique qui est en décalage avec la majorité de la population, qui est préoccupée par son devenir. Déjà secoué par des guerres civiles aux conséquences graves, le peuple souhaite demeurer dans la paix retrouvée et vivre dans un Congo tourné vers son développement et le bien-être de ses populations. L'avenir du Congo passe aussi et surtout par la volonté de son peuple. Le peuple va-t-il s'exprimer au cours d'un référendum pour changer ou non la Constitution? Ira-t-il directement aux urnes l'année prochaine pour élire son président? C'est la grande inconnue de cette équation. Et M. Sousa nous a rejoint. Vous êtes président du CRAC, le comité Résistance Action pour le Congo, et également candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Sousa, en tant que président du CRAC et à l'approche de l'élection présidentielle, quelles sont les actions que vous avez menées jusqu'à aujourd'hui? Les actions menées dans le sens du combat politique ou bien... Oui, d'abord on corrige, c'est le comité de résistance et d'action pour le Congo. Comité de résistance et d'action pour le Congo, le CRAC. Voilà. Le CRAC est né pour combattre justement tout ce qui est dictature, tout ce qui est imposture, tout ce qui est privation des libertés, parce que nous sommes une force de résistance pour la justice. Alors, les actions que nous menons dans le cadre de combat qui est le nôtre, j'étais candidat en 2009, je n'ai pas pu me présenter parce que nous sommes un pays où le pouvoir est verrouillé, la démocratie est complètement mise entre parenthèses. Pour le déverrouiller, il faut par tous les moyens faire écrouler ce système. Et cela nous amène justement à mener des actions, sachant que l'arbre, en fait, pour le faire tomber, si vous ne détruisez pas ses racines, l'arbre ne peut pas tomber. Et nous savons très bien que ce pouvoir, depuis pratiquement 1968, que l'acteur principal qui mène le combat au Congo est toujours entraîneur. C'est lui qui entraîne et les autres subissent. Et nous pensons qu'il faut changer de stratégie. Il ne faut pas toujours se laisser entraîner par lui. Le combat qui est le nôtre, c'est celui d'amener la population congolaise, surtout la société civile, à une prise de conscience. Lorsque vos libertés sont privées, vous êtes prisonnier,
vous êtes sous la dictature, vous êtes sous oppression tyrannique, il faut que les consciences endormies se réveillent. Donc nous avons des actions que nous avons menées sur le plan, bien entendu, diplomatique. Nous avons aussi les messages que nous ne cessons de faire passer dans les médias pour que les résistants et les forces de changement prennent conscience que le pays n'appartient pas à un clan ni à un petit groupe. Moi qui vous parle en ce jour, j'aurais pu dire que ce pouvoir est le mien, parce que le président Sassou, sa ville natale, la distance est de 70 km par rapport à la mienne. Donc, logiquement, j'aurais pu, comme la plupart des Africains le disent, considérer ce pouvoir comme étant le mien. Mais le pouvoir qui est le mien, c'est le pouvoir qui est le pouvoir du peuple, qui appartient au peuple. Le pouvoir que le peuple congolais met en place. Et c'est pour cela que, dans ma vision, le Congo doit être une maison commune. Et je parle toujours de la maison Congo. La maison Congo que nous devons construire. Et cette maison Congo, pour nous, dans mon sens, elle doit s'appuyer sur les piliers, les 4 piliers principaux. Le premier pilier, c'est le peuple souverain, qui est le ciment, qui est la fondation de cette maison, qui a le pouvoir, qui désigne le fils ou la fille du Congo pour pouvoir assurer la destinée de ce peuple-là. Le deuxième pilier pour nous, c'est un pays ou bien une maison, lorsqu'elle n'est pas sécurisée, elle ne peut pas garantir la vie et les libertés des gens. Donc ça veut dire que les forces armées congolaises doivent être les forces au service de la nation et non d'un groupe ethnique. Monsieur Sousa, j'ai demandé de finir très très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tout à fait, tout à fait. Alors donc, ça c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est une police républicaine qui est là pour veiller sur la sécurité du peuple congolais, garantir la sécurité de chaque citoyen. Elle est au service du peuple. Elle n'est pas au service d'un homme pour tuer les Congolais, détruire effectivement les acquis de notre indépendance. Bon, et puis, bien entendu, le quatrième pilier, ce sont les institutions. Mais nous n'en avons pas. Aujourd'hui, on parle du problème de la modification de la Constitution. Certainement, nous allons voir ça tout à l'heure. On parle de la justice qui n'est pas indépendante et on parle des droits de l'homme qui sont bafoués parce que les institutions, nous avons un problème de gouvernance à ces niveaux. Alors, et voilà pourquoi nous pensons que pour bâtir la maison Congo... Très rapidement, Monsieur Sousa, finissez votre phrase, allez-y. Pour bâtir la maison Congo, il faut absolument que ces fondations soient établies. Alors, Monsieur Goma, je me tourne vers vous. On va parler de la modification de la Constitution. Qu'en pensez-vous de ce projet de réforme constitutionnelle initié par le pouvoir ? Soyons clairs, Amira. Effectivement, l'appel au référendum contre ou pour la modification de la Constitution du 20 janvier 2002 est une aberration. Je dirais même que c'est une supercherie. Je crois qu'il ne faut jamais tricher avec l'histoire. L'histoire est que M. Denis Sassou Nguesso arrive au pouvoir le 5 juin. Il déclenche une guerre, 5 juin 1997. Il faut que ça soit clair, que les Congolais le sachent, que la communauté internationale aussi connaisse cette histoire-là. Il arrive avec les armes, alors que nous avions mis en place une démocratie pluraliste où un monsieur... Pascal Lissouba avait été élu démocratiquement. Malheureusement, ce monsieur Sassou Nguesso arrive avec les armes, alors qu'il demandait l'application de la Constitution de 1991 qu'il avait votée, parce qu'il y avait eu un référendum. Il fait son coup d'État, il y a eu beaucoup de morts, et son coup d'État aboutit en octobre 1997. Il s'installe avec, disons, une transition flexible, c'est-à-dire il reste au pouvoir jusqu'en 2002, 97 jusqu'en 2002, pour se constituer, pour se faire une constitution taillée à la mesure, qu'il ne respecte pas.
aujourd'hui, il est rattrapé par sa propre constitution, qui lui demande non seulement de partir en 2016, en août 2016, parce qu'il est dépassé par l'âge, non seulement dépassé par l'âge, parce qu'il a déjà fait 2 mandats. Ouais. Alors, la supercherie, c'est laquelle? Voilà, il cherche une porte de sortie. Il se dit, il faut que je fasse un référendum. Il annonce, et bon, il dit, voilà, je vais consulter les populations congolaises. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Je pense que M. Sassou Nguesso n'avait qu'à écouter les conseils qu'on lui donne par, bien sûr, la communauté internationale. Le président Obama l'a dit, le président François Hollande l'a dit. Il serait temps qu'il prépare sa sortie. Car sinon, il va se retrouver comme d'autres chefs d'État dictateurs, réfugiés à l'ambassade de France. Mais je puis vous dire que s'il est réfugié à l'ambassade de France pendant que le peuple se soulève, je pense qu'il me trouvera au sein de l'ambassade de France avec d'autres compatriotes qui seront partis de France. Ça, je vous le dis. Donc, soyons sérieux. Il n'est pas question aujourd'hui que M. Denis Sassou Nguesso puisse toucher cette constitution-là. Ce que nous lui demandons, c'est de faire ses valises, le moment venu. Le Congo se remettra sur les rails, avec bien sûr des règles démocratiques, et les Congolais pourront choisir le Congolais ou la Congolaise qui pourra, disons, présider à la destinée de notre nation. Voilà ce que je peux dire à propos. Donc je ne reconnais pas ce changement de la Constitution. Je ne reconnais d'ailleurs pas ce monsieur. Pour moi, il n'est pas le président du Congo ou des Congolais. Il n'a jamais été élu, sinon que par son clan. C'est même que vous voyez défiler à la télévision qu'il consulte. Vous remarquerez que la vraie opposition n'est pas partie à ces consultations. Oui, ceux qui vont à ces consultations-là, c'est des messieurs, des vendus, je les appelle moi. Ils sont achetés par de l'argent. Monsieur Sassou Nguesso fait circuler de l'argent. Même ici à Paris, il y en a qui reçoivent de l'argent, qui sont prêts à aller là-bas, j'en connais. Mais nous leur disons qu'ils seront comptables de la misère du peuple congolais, comme l'est monsieur Denis Sassou Nguesso et son clan. Alors Gémal, on a eu des avis particulièrement tranchés sur le président Denis Sassou Nguesso et sur sa volonté de modifier la Constitution. Qu'en pensez-vous, Gémal ? Alors moi j'ai un avis plus général qui va sortir un peu du Congo. Parce qu'encore une fois, c'était un problème seulement congolais, c'est un problème africain. Bien sûr. Ce que monsieur a dit est juste. Il faut combattre les dictatures et que les dictatures ne sont absolument pas bonnes. Et je pense, moi, que le vrai combat du continent africain est d'abord là. Combattre les dictatures n'est pas forcément stéréotyper un texte juridique. Moi, j'ai un avis, pardon pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils sont sur ce plateau, ils sont ailleurs. Je considère que le blocage juridique ne règle pas les problèmes politiques et que notre continent a besoin d'institutions sérieuses, stables. Sérieuses, stables ne veulent pas dire qu'on ne les change pas. Les pays démocratiques, européens, américains, sud-américains, asiatiques ont des constitutions qui se changent. Je pense, moi... Enfin, le problème, ce n'est pas qu'il modifie la Constitution, c'est qu'il la modifie pour briguer un autre mandat. Je veux dire, il n'y a pas une Constitution qui ne se modifie pas, et souvent ou parfois sur mesure. Ça n'existe pas. Un texte juridique, ça se modifie. Et la dictature des textes juridiques qui ne se modifient pas, il ne faut pas l'imposer sur le continent africain, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, elle est souvent imposée par ceux-là même qui changent leur constitution. C'est quand même extraordinaire que les Français vous disent « Ne changez pas vos constitutions, la nôtre, pardon, nous la changeons tous les ans. » En tout cas, au moins tous les mandats. Il n'y a pas un président de la République française qui n'a pas sa constitution. Les anglo-saxons, qui ne sont généralement pas des gens idiots, les Anglais à côté de nous, ont une constitution qui ne limite pas les mandats, encore une fois. Cela dit, moi je comprends le combat où on me dit un président qui est là depuis 20 ans, une 25e année ne sert à rien. Ça, c'est un argument qui est absolument recevable. L'argument le moins recevable, de mon point de vue, c'est de dire une constitution, ne la changez pas pour un mandat de plus. C'est-à-dire que si on ne la change pas, ça veut dire qu'on considère que le scrutin n'est pas démocratique, qu'il n'est pas transparent. Et de mon point de vue, le combat premier dont on a besoin en Afrique, c'est d'abord la transparence du scrutin, la régularité, c'est la confiance qu'on peut avoir tous dans le scrutin. Et d'ailleurs, quand on ne la change pas, souvent l'opposant d'hier, arrivé au pouvoir, est aussi tenté de la changer. C'est-à-dire que l'enjeu que nous avons n'est pas là. L'argument très souvent avancé est fait parce que on n'aime pas tel ou tel président, nous voulons changer telle ou telle constitution pour nous débarrasser de lui. Ce n'est pas, de mon point de vue, le meilleur argument. Nos oppositions ont besoin, d'abord et avant tout,
que le scrutin soit démocratique, que la démocratie soit ancrée. Et d'ailleurs, si l'ancrage de la démocratie est sérieux, ceux-là même qui vont changer la Constitution, vous allez devoir les faire partir sans trop de difficultés. Souvenez-vous le débat au Sénégal. Quand on a considéré que Wade avait ou pas le droit de se présenter et que la Cour constitutionnelle sénégalaise a considéré qu'il avait le droit de se présenter et qu'il s'est présenté et qu'il a perdu, ça veut dire que l'ancrage de la démocratie au Sénégal est une réalité. Si au Congo et ailleurs, nous avions ce combat-là, nous menions ce combat-là, beaucoup de mon point de vue plus utile que l'argument qui consiste juste à se cacher derrière une constitution et en disant on ne la change pas. Pardon, un texte juridique, ça se change. Et hélas, il se change tellement sur mesure. Souvenez-vous, et j'en aurais fini, Amira, il y a une disposition en 1993 sur l'immigration en France. Et le Premier ministre de l'époque, qui s'appelle Pasqua, était embêté parce que ça ne passait pas. Eh bien, il a changé la Constitution. Ça s'appelle changer une Constitution sur mesure. Vous n'allez pas empêcher une personnalité politique, quelle qu'elle soit, ni vous, ni un autre, d'avoir un calcul politique. La question est, est-ce que derrière tout cela, nous avons des institutions stables? Est-ce que nous sommes capables d'avoir un outil judiciaire stable? Est-ce que nous sommes capables d'avoir une autorité indépendante, réellement indépendante, autonome, capable de mener des élections démocratiques et stables? Et donc, c'est de mon point de vue, d'abord, ce combat-là que nous avons besoin de mener. Et quand nous l'aurons gagné, croyez-moi, nous aurons gagné un de ces débats-là et qui deviendra de plus en plus d'arrière-garde et inutile. Je suis désolée, messieurs, mais c'est l'heure de clore ce débat puisque c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite, à tout de suite.